Bien qu'issu de la fin du 19e siècle, ce n'est que dans les années 40 que la manga s'est réellement imposée comme un art important au Japon. S'inspirant du ton et du style des premiers cartoons de Disney, Osamu Tezuka et Machiko Ashikawa en tête, les pionniers de la manga moderne ont offert à un pays en ruine, après la guerre du Pacifique, un divertissement de masse, léger, facile à produire et peu onéreux. Les gens avaient besoin de ces récits d'aventure, de ces comédies simples et de ces histoires fantastiques pour oublier la tristesse du quotidien. Et après plusieurs années, certains artistes attirés par ce médium plus que populaire, aux grandes capacités narratives, déplorèrent ne pas se reconnaître dans ces histoires légères au ton enfantin. Ils élaborèrent en parallèle une forme de manga plus près de leurs préoccupations et plus fidèle à la réalité du Japon. C'est ainsi que naquit le Gekika à la fin des années 50. Le thème Gekika a été proposé par Yotaro Tatsumi en 1957. Tatsumi créa en 1959 le Gekika Kobo, atelier de Gekika, avec entre autres Tsuchi Sekurai, Keimuto Mitsu, Masaki Saito ou Takao Saito. D'autres grands noms se soignaient par la suite au mouvement, comme Yuseru Tsuke, Hiroshi Hirata, Katsuo Kaiku ou encore Hideki Mori. Déjà à cette époque, l'industrie de la manga était basée sur la publication hebdomadaire dans des magazines. C'est avec l'appui graduel du magazine Garo que le Gekika put gagner en popularité chez les jeunes adultes un peu hérités dans le Japon d'après-guerre. Cette génération, née avant ou pendant la guerre, acceptait de moins en moins ce Japon soumis à la tutelle américaine depuis une décennie. N'ayant pas le poids de la honte de la défaite, il formulait le souhait de moins en moins discret que le pays prenne ses distances envers l'Amérique. Ce mouvement allait vraiment éclater dans les universités au cours des années 60. Le Gekika arrivait à point dans cette période et offrait une voix à cette génération. Le Gekika rompait aussi de façon nette avec les mangas de l'époque, par un style graphique plus recherché et sombre. Aux personnages ronds et gentils des Tezuka et Asakawa, les Tatsumi, Seto, Suge ou Mori répondaient avec des traits plus secs et réalistes. À cette époque, les mangas étaient destinés à un jeune public, pour ne pas dire aux enfants. Avec un style plus dur, qui se raffinera avec les années, le Gekika démontrait clairement son intention de s'adresser aux adultes. On pouvait y montrer de la sexualité, de la violence et des images sombres. Il poussait aussi encore plus loin le travail d'atmosphère et de cadrage. Il ne craignait pas de s'en remettre aux images seules pour faire avancer l'histoire, car l'histoire lui avait. Cette liberté leur permettait aussi d'explorer et d'expérimenter des styles et des sujets impensables dans une manga. Plus encore, lorsque nous regardons les thèmes abordés et la noirceur des personnages. Le Japon est un pays où le politically correct et les règles sont ancrées dans la culture, et si certains artistes pouvaient s'en moquer un peu, c'était par le biais d'un humour léger et inoffensif, mais jamais de plein front et sans censure. Dans un Japon totalement transformé depuis l'après-guerre, où l'économie roulait à plein régime, et où tout semblait beau, il y avait des visages et des revers que les gens ne voulaient pas nécessairement voir. Le Gekika montrait cette classe ouvrière mal payée, exploitée, ayant moins de valeur que les machines qu'ils opéraient, et montrait les pires ruelles de Tokyo, peuplées de prostituées, de petits criminels et d'alcooliques. Il montrait cette nouvelle génération rêvant de plus d'égalité et de respect des droits humains. Et si un dessinateur comme Hiroshi Hirata exploitait plus des histoires de samouraïs, il en faisait des récits réalistes et historiques témoignant à l'aide du passé des problèmes modernes, bien loin des histoires de cap ou plutôt de kimono et d'épées de l'époque. Mais avec le succès, vient de plus grandes attentes. À vouloir représenter la contre-culture, le Gekika s'est enfermé dans un univers redondant. Déjà, à la fin des années 60, le courant s'essoufflait un peu. Bon, d'abord par envie des premiers créateurs d'explorer d'autres choses, et par l'arrivée de nouveaux mangaka s'inspirant du Gekika pour faire évoluer la manga. Les Tetsuya Shippa, Ryoko Ikeda, Shotaro Ishinomori ou Senpai Shirato imposèrent dans les années 70 des séries de mangas bien plus sombres mais demeurant commerciales, diversifiant les publics visés par les mangas et en créant de nouvelles catégories, les grands genres connus aujourd'hui s'imposèrent. Osamu Tezuka lui-même commença à explorer et expérimenter des thèmes plus sérieux, ouvrant encore plus les publics cibles. Et si les Tatsumi et Tsuke sont restés fidèles au code du Gekika, un pionnier comme Takao Saito, avec Google 13, le Japon japonais, n'a pas eu peur de mettre de l'eau en son encre sans y perdre son âme. A posteriori, l'impact de l'émergence du Gekika pour le Japon peut se comparer à l'arrivée du rock'n'roll aux États-Unis, une nouvelle forme d'art populaire rompant avec les autres, au rythme de la nouvelle génération, mais révoltant les plus anciennes, pour ensuite se dissoudre tranquillement dans d'autres sous-genres.
De nos jours, le shonen et le seinen ont largement pris l'espace qu'occupait le Gekiga. Mais l'influence du Gekiga continue de se faire sentir chez des artistes comme Shiro Taniguchi, Naoki Urasawa, Kazuhiro Otomo, Tsukasa Ojo, Shohei Manabe ou Takahiko Inoue. Mais surtout, le Gekiga a obligé la manga à évoluer et imposé dans l'esprit populaire que c'était une forme d'art complexe s'adressant à tous les publics.